Johan et Richard se connaissaient depuis le lycée. Leur amitié s'était transformée en un mariage de presque 30 ans. Richard, développeur de logiciels, et Johan, technicienne de laboratoire hospitalier, avaient construit une vie ensemble, fondée sur des rêves partagés et un respect mutuel. Mais avec le temps, des changements subtils étaient apparus dans leur relation. Johan devenait de plus en plus distante, ce qui inquiétait Richard, mais il attribuait cela au stress du travail. Récemment, Johan était devenue secrète et préoccupée, mais Richard lui faisait confiance et ne l'avait pas poussé à s'expliquer. Ce qu'il ignorait, c'est que Johan était déchirée entre sa famille et une connexion ressurgissant de son passé. Alors qu'elle se préparait pour des vacances avec sa sœur, Richard espérait que ce temps de séparation les aiderait à se reconnecter. Le dimanche 3 octobre 2010, alors que Johan et sa sœur se dirigeaient vers la navette de l'aéroport, Richard lui souhaita bonne chance et plaisanta. « Amuse-toi bien et ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien m'en sortir. » Johan sourit et sa sœur Brenda taquina. « Ne laisse pas ta sœur s'attirer des ennuis. » Johan répondit en riant. « Je me tiendrai tranquille, tranquille. Je reviens dans 2 semaines et je m'attends à retrouver la maison intacte. Fais attention et souviens-toi, je t'aime plus que tout, » dit-elle en embrassant Richard passionnément avant de partir. Brenda, impatiente dans la voiture, lança. « Allez, on a un avion à prendre. » Johan lui fit une grimace tandis que Richard roulait des yeux en disant « Bye chérie, je t'aime aussi. » Alors que la voiture s'éloignait, Richard murmura « Enfin, elles sont parties. » En retournant à la maison, Richard pensa avec excitation à son plan surprise. Au cours des prochains jours, lui et leur fils Marc allaient transformer la chambre principale en la chambre de rêve de Johan, inspirée d'un magazine. C'était son cadeau spécial pour leur 30e anniversaire. Richard appela Marc, lui demandant de se dépêcher car ils avaient beaucoup de travail. Peinture, remplacement de la moquette, montage de nouveaux meubles, tout cela pendant que Johan était en croisière aux Caraïbes. Richard commença à vider la chambre, déplaçant tout dans la chambre d'amis. Après avoir vidé la commode, les tables de chevet et l'armoire, il se retrouva face au défi de vider leurs 2 grands placards. En 30 ans, ces placards étaient devenus un espace de rangement pour toutes sortes de choses, en raison de la tendance de Richard et de Johan à tout garder. Ils avaient accumulé de tout, des vieux outils au papier d'école, rendant la tâche ardue mais essentielle pour la rénovation surprise. Avec un soupir, Richard s'attaqua à son propre placard. Près d'1 heure plus tard, il avait tout emballé et déplacé dans la chambre d'amis. Ensuite, il aborda le placard de Johan, se sentant accablé rien qu'en se tenant à l'entrée. Marc entra en disant « Je t'ai apporté à manger » et trébucha sur des cartons. « Mince !» s'exclama Richard. « Toc ou quelque chose, tu m'as presque fait avoir une crise cardiaque. »« Désolé, voici ton sandwich et ton soda, » répondit Marc. Ils s'assirent sur le lit et mangèrent en silence pendant environ 15 minutes. Après avoir terminé, Richard dit « Je vais emballer les petites affaires et toi, tu déplaceras les plus gros objets dans la chambre d'amis. Ensuite, on doit descendre les meubles au garage pour Goodwill, ok ?» Marc acquiesça comme à son habitude, avec une réponse brève. Ils commencèrent à vider le placard de Johan. Richard emballait les vêtements, les chaussures et les petits objets, tandis que Marc transportait des boîtes dans la chambre d'amis. En trouvant une petite mallette sur une étagère haute, Marc demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Richard la reconnut comme faisant partie d'un vieux jeu de bagages appartenant à sa belle-mère décédée. Il tenta de l'ouvrir, mais les loquets étaient verrouillés. « Mets-la avec les autres affaires, » dit-il. Il leur fallut 2 heures pour vider complètement le placard. Après une pause, ils démontèrent les meubles et les descendirent au garage. À l'heure du dîner, ils étaient épuisés. Richard donna 20 € à Marc pour commander une pizza, et ils avaient de la bière qui les attendait dans le frigo. Après le dîner, Marc partit pour ne pas contrarier sa femme Brandy. Richard rangea un peu et reprit le travail en préparant la pièce pour la peinture. À 21 heures, il avait terminé de poser les bandes, de plâtrer et de poncer. Fatigué, il prit une bière et s'effondra dans son fauteuil, s'endormant presque immédiatement. Le lendemain matin, Marc arriva à 7 heures, comme promis, et ils prirent un rapide petit-déjeuner composé de céréales. « Aujourd'hui, c'est tout pour la peinture, » dit Richard. « Je m'occuperai des endroits en hauteur, tu feras le bas. On doit tout finir, peu importe l'heure. » Marc accepta, notant que Brandy serait chez sa mère toute la journée. Ils passèrent la journée à peindre, terminant avec Richard de nouveau endormi devant la télévision, mais cette fois après avoir pris une douche. Le mardi 5 octobre, à 6 heures du matin, l'équipe d'installation de la moquette arriva. Il n'avait plus qu'à rester à l'écart et les laisser travailler. Richard prit son petit déjeuner et s'émerveilla de la rapidité avec laquelle les professionnels travaillaient. À 10 heures du matin, la moquette était déjà installée,
et il avait un peu de temps avant que les nouveaux meubles n'arrivent à midi. Richard commença à trier les affaires dans la chambre d'amis, tombant à nouveau sur la petite mallette beige de cosmétiques. Elle semblait plus lourde que prévu, et la curiosité l'envahit. Il tenta de l'ouvrir avec un trombone, mais fut interrompu par la sonnette. La livraison des meubles venait d'arriver, et après avoir montré aux livreurs où tout placèrent, Richard les laissa faire leur travail. Une fois les nouveaux meubles en place, Richard entama le long processus de remise en place des affaires de la chambre d'amis. À minuit, épuisé, il abandonna et alla s'asseoir dans son fauteuil, une bière à la main. Le mercredi 6 octobre 2010, Richard se leva à 9 heures. Il apporta les anciens meubles à Goodwill, puis s'arrêta chez Denny S pour prendre un petit déjeuner. À midi, il était de retour à la maison, finissant de tout ranger. Après avoir replacé tout dans la chambre, il accrocha une bannière au-dessus du lit qui disait « Surprise » avant de mettre un terme à sa journée. Richard remarqua alors une longue éraflure d'une trentaine de centimètres dans la peinture. « Merde » murmura-t-il, et il passa quelques minutes à faire des retouches. Ensuite, il décida de prendre une douche et de dîner. En lavant son pinceau dans la salle de bain, il le fit tomber sur la petite mallette de cosmétiques. Frustré, il prit un chiffon et un peu de térébenthine pour nettoyer la mallette, jusqu'à ce qu'elle soit comme neuve. Curieux du contenu de la mallette, Richard alla chercher un bocal de vieilles clés dans le garage et en trouva une qui correspondait aux serrures des bagages Samsonite. Assis à la table de la cuisine, Richard déverrouilla la mallette. À l'intérieur, il trouva une grande enveloppe manille non ouverte, adressée à Joanne de la part d'un certain Stevens à Seattle, datée du 15 septembre 1991. Il la mit de côté et sortit un bikini bleu, souriant à l'idée de Joanne le portant. Mais ce qu'il découvrit ensuite fit battre son cœur plus vite. Sous le bikini se trouvait une photo de Joanne en train d'embrasser un autre homme à une table de dîner. Choqué, les mains de Richard tremblaient alors qu'il examinait la photo. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi sa femme embrassait un autre homme. Se sentant nauséeux, il courut à la salle de bain. Après s'être calmé, il retourna à la cuisine et regarda fixement le contenu étalé sur la table, la mallette de cosmétiques, l'enveloppe manille, le bikini et la photo. Son monde s'effondrant autour de lui, Richard s'assit et sortit une pile de photos de la mallette. Chaque photo montrait le même homme, certaines étaient formelles, d'autres explicites, y compris quelques vieilles polaroïdes. Il trouva un foulard en soie blanche de femme, enveloppé autour de lettres attachées avec un ruban rouge. Les lettres, adressées à Joanne sur son lieu de travail, étaient datées entre 1989 et 1991. Richard prit la première lettre et commença à lire. 22 juin 1989, Ma chère Joan, cela ne fait qu'un mois, mais tu me manques terriblement. Ta voix me manque, ton toucher, tes lèvres, et surtout ta présence à mes côtés dans le lit. Je ne t'appellerai et ne t'écrirai qu'au travail, comme tu l'as demandé, pour éviter tout problème. San Diego est tout ce que j'espérais, mais c'est incomplet sans toi. J'ai hâte d'être de nouveau avec toi. Avec tout mon amour, Tim. Sidéré, Richard s'écria. Bordel! Elle avait un amant. Il jeta la lettre sur la table, submergé de questions. Il comprit que le seul moyen de comprendre était de tout passer en revue. Il transporta le contenu dans le salon et s'assit en marmonnant à propos des habitudes de Joanne à tout garder. Il commença à déballer la mallette. À l'intérieur se trouvait une boîte à bijoux en feutre bleu contenant un médaillon en forme de cœur qu'il avait déjà vu sur une photo de Joanne lors d'un dîner chic. Il trouva des serviettes avec « Je t'aime » écrit dessus, ainsi qu'un numéro de téléphone sur l'une d'elles, une invitation à une cérémonie de remise de prix en 1990 pour le Dr Timothy D. un invité, et une rose rouge séchée. D'autres objets incluaient des allumettes d'hôtel, des reçus d'hôtel, une carte de la Californie et des souvenirs personnels comme un masque de sommeil en velours noir et un tube de gel lubrifiant KY. Confus, Richard ouvrit la grande enveloppe manille. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait encore plus de lettres et de photos, y compris des polaroïdes de Joanne, certaines explicites, d'autres la montrant avec Tim. L'estomac de Richard se tordait, mais il se força à continuer. Il trouva des lettres que Joanne avait écrites à Tim, exprimant son amour profond et sa douleur face à son départ pour la Californie. Elle le suppliait de revenir, disant qu'elle ne pouvait pas le laisser partir. Submergé, Richard s'écria, incertain de ce qu'il devait faire. Déchiré entre son amour pour Joanne et la révélation de son infidélité, il s'effondra en larmes, se recroquevillant au sol jusqu'à s'endormir. Le jeudi 7 octobre 2010, Joanne était frustrée par l'absence de signal sur son téléphone. « Pourquoi je ne peux pas avoir de connexion » marmonna-t-elle. Brenda, toujours sarcastique, répondit « On est sur un bateau, idiote. Pourquoi tu veux appeler à la maison de toute façon? Rich doit probablement faire quelque chose d'ennuyeux. Amuse-toi. »
Agacé, Joanne rétorqua, « Tu es vraiment insupportable parfois. Je vais voir si je peux envoyer un message à Rich. » Elle s'éloigna en appelant Brenda une sorcière à voix basse. Au bureau des communications du bateau, Joanne essaya d'appeler à la maison, mais personne ne répondit. Elle envoya un email à Richard, détaillant les moments amusants qu'elle passait et les pitreries de Brenda, puis retourna à la piscine, déçue de ne pas avoir pu le joindre. Pendant ce temps, Richard se réveillait sur le sol du salon, entouré du contenu de la mallette de cosmétiques de Joanne. La douleur d'avoir découvert son infidélité persistait, mais il savait qu'il devait affronter la journée. Après sa routine matinale, il regarda le désordre sur le sol, ses yeux s'arrêtant sur une photo dénudée de Joanne, prise pendant ce qu'il appelait sa « période de babe ». Richard repensa à leur histoire. Ils se connaissaient depuis le lycée, où Joanne, bien que d'apparence moyenne, avait vu quelque chose de spécial en Richard. Ils avaient fréquenté l'université ensemble et s'étaient mariés peu après l'obtention de leur diplôme. Richard travaillait dans l'informatique, tandis que Joanne était devenue technicienne de laboratoire. Ils avaient progressivement bâti leur carrière, acheté une maison et eu un fils, Mark. Quelques années plus tard, Joanne entra dans ce que Richard appelait sa « période de babe ». Elle perdit du poids, se fit bronzer et renouvela sa garde-robe, attirant l'attention partout où ils allaient. Malgré l'admiration des autres, Joanne resta fidèle à Richard. Cependant, cette période prit fin lorsqu'elle s'épuisa émotionnellement à cause du travail, ce qui la mena à une dépression. Richard prit soin de Mark et de la maison jusqu'à ce que Joanne se rétablisse. Un jour, elle s'excusa en larmes d'avoir oublié l'anniversaire de Richard. Submergée par les difficultés qu'elle traversait, Richard la rassura en plaisantant qu'elle pourrait se rattraper pendant le week-end. Peu après, Joanne reprit du poids, retrouvant sa taille d'avant, et l'attention qu'elle recevait s'estompa. Pourtant, Richard et elle étaient heureux. Il se fichait du poids, il l'aimait et trouvait même ses rondeurs séduisantes. Maintenant, Richard se tenait debout au-dessus du contenu de la mallette de Joanne, fixant sa photo dénudée. Peu importe à quel point ça fait mal, je dois comprendre ce que tout cela signifie et si nous avons encore un avenir, dit-il à haute voix. Il prit la lettre suivante. 19 août 1989. Ma chère Joan, notre moment ensemble la semaine dernière était incroyable. Je peux encore sentir ton parfum et entendre tes gémissements. Le vol de retour a été une torture, car je m'éloignais de toi. Notre amour ne disparaîtra pas, même avec la distance. La troisième fois que nous avons fait l'amour a été l'expérience la plus tendre de ma vie. Je t'aime tellement. De tout mon cœur, Tim. Richard pensa. C'est exactement comme Joanne et moi étions, mais maintenant elle fait ça avec quelqu'un d'autre. En colère et blessé, il saisit la lettre suivante. 21 août 1989. Mon amour, il m'a fallu plusieurs jours pour me remettre de notre moment ensemble, mais je le referai sans hésiter. Je suis désolé que nous n'ayons eu qu'une journée, mais c'était inoubliable. Je t'aime profondément. Je suis tellement déchiré entre toi et ma vie parfaite à la maison. J'ai besoin de vous deux dans ma vie. Je ne peux pas imaginer vivre sans l'un ou l'autre. Je suis confuse, mais sache que tu seras toujours dans mon cœur, dans mon lit. John. Stupéfait, Richard murmura, « Elle nous aime tous les deux. Est-elle folle ou est-ce moi qui rate quelque chose ?» Puis une pensée le frappa. Et si Mark n'était même pas mon fils? Déterminé à découvrir la vérité, Richard continua de lire les lettres tout au long de la journée. De temps en temps, il faisait des pauses pour marcher, prendre l'air ou pleurer. En examinant davantage le contenu, Richard trouva d'autres preuves de la liaison de Joanne. Des reçus, des allumettes d'hôtel, et d'autres souvenirs de leur rencontre secrète. Sa vie telle qu'il la connaissait s'était complètement effondrée. Alors que Richard s'apprêtait à tout remettre dans la mallette de cosmétiques, il remarqua une autre lettre qu'il n'avait pas vue auparavant. Elle provenait d'Anna Stevens, la sœur de Tim, datée du 14 août 1991. « John, je m'appelle Anna Stevens, la sœur de Tim. J'ai trouvé ta lettre pour lui et j'ai été choqué. Je n'avais jamais imaginé que Tim est une liaison, mais il est clair à travers tes mots que vous vous aimiez profondément. Tim est mort la semaine dernière dans un accident de voiture. Nous avons eu ses funérailles hier, et je t'ai joint une carte de service. J'aide sa femme Hélène à trier ses affaires, et nous essayons de lui éviter de découvrir ton existence. Si je trouve d'autres choses qui te concernent, je te les enverrai. S'il te plaît, ne contacte pas la famille de Tim. Je suis désolé pour ta perte. Anna Stevens. » La lettre était tachée de larmes et froissée. Voilà pourquoi Joanne était si déprimée ce mois-là, pensa Richard. Son amant venait juste de mourir, pas étonnant qu'elle soit restée au lit pendant des semaines et qu'elle ait même oublié mon anniversaire. Richard se débattait avec l'idée que Joanne puisse prétendre aimer à la fois lui et son amant.
Comment peut-on donner 100% à deux personnes? Elle a dû me mentir constamment à propos de ses déplacements, ses soi-disant conventions de labo, et même son amour pour moi, réalisa-t-il. L'affaire de Joanne avec le docteur marié avait duré plus de 3 ans, probablement depuis l'arrivée du docteur à l'hôpital. Ils se voyaient en secret dans des hôtels, parfois même dans le bureau de Joanne, et leur liaison avait continué même après que Tim ait déménagé à San Diego. Ils se retrouvaient lors de ses retours en ville ou pendant des voyages que Joanne faisait passer pour des conférences de travail. Perdu dans ses pensées, Richard remarqua qu'il était déjà 22 heures. Il avait passé la journée entière à lire et réfléchir. Avoir besoin d'air, il sortit dans la nuit, laissant la porte déverrouillée, confus et blessé. Le lendemain, Joanne laissa un autre message vocal. « Rich, où est-ce? J'ai essayé d'appeler hier. Tu me manques et je t'aime. S'il te plaît, sois là ce soir, sinon je pourrais rester sur ce bateau pour toujours. » De retour chez lui, Richard écouta en silence, murmurant avec amertume. Elle dit qu'elle m'aime, menteuse. Il trébucha jusqu'à la salle de bain, hanté par ces mots. Je t'aime aussi, sorcière infidèle, répondit-il à Joanne dans sa tête, mais je ne peux plus croire un mot de ce que tu dis. Il devait décider de ses prochaines actions. En se regardant dans le miroir, il se dit, mon Dieu, tu as l'air affreux. Tu ne t'es pas douché ni n'as mangé depuis des jours. C'était sa première priorité. Après une douche chaude, un rasage et un petit déjeuner rapide à base de céréales, Richard s'assit à la table de la cuisine pour réfléchir à son avenir. 1 heure plus tard, il avait un plan approximatif et commença à dresser une liste de tâches. Sa priorité absolue était de savoir si Mark était bien son fils biologique. Il commanda un kit de test ADN à domicile pour une livraison express. Avec une semaine avant le retour de Joanne, il décida de se tenir occupé avec des tâches ménagères pour éviter de sombrer dans la dépression. Pendant ce temps, Joanne s'inquiétait de plus en plus de ne pas avoir de nouvelles de Richard. Elle laissa des messages à la fois pour lui et pour Mark, demandant à son fils de vérifier comment allait son père. « J'espère qu'il n'y a rien de grave », pensait-elle, son inquiétude grandissant. Le lendemain, Mark grogna en se dirigeant vers la maison de son père, agacé de devoir s'en occuper. Après avoir frappé plusieurs fois à la porte, Richard répondit enfin de l'arrière-cour où il taillait un arbre. Frustré, Mark apporta à son père une bouteille d'eau, puis alla récupérer le courrier, qui comprenait le kit de test ADN. Richard, prétendant qu'il s'agissait d'un test de grippe, convainquit Mark de participer. Après cela, Mark encouragea son père à appeler Joanne, puis repartit. Richard termina le test ADN et le scella dans l'enveloppe de retour, prêt à l'envoyer le lundi. Il passa le reste de la journée à faire des tâches ménagères pour se changer les idées. Ce soir-là, il mangea enfin un vrai repas, pizza et bière. Le dimanche matin, Richard laissa un message vocal à Joanne disant qu'il allait bien et qu'il l'appellerait lundi. Il passa la journée au parc à regarder des canards et des familles, essayant de se distraire. Le lundi 11 octobre, Richard suivit sa routine habituelle mais fit des changements importants. Il envoya le test ADN, puis se rendit à son travail pour déposer une demande de retraite immédiate, une décision qu'il n'avait pas prévue avant que Joanne ne prenne également sa retraite. Ses plans étaient maintenant anéantis. Il informa son patron de sa décision et prit 2 semaines de congé. Avant de partir, Richard appela son ami et avocat, Luc Poli, pour demander un rendez-vous à 13 heures. Luc accepta, et Richard se prépara à demander des conseils pour ses prochaines démarches. 1 heure plus tard, après quelques adieux rapides, la carrière de 30 ans de Richard au sein du gouvernement local était terminée, résumée en seulement 2 cartons. Il se rendit ensuite à la banque pour diviser ses fonds en un nouveau compte chèque à son nom. Il récupéra également son passeport et ses papiers importants dans son coffre-fort. La banque l'aida à obtenir une nouvelle carte de crédit et à retirer son nom des comptes de Joanne. Il régla le solde auprès de son agence d'assurance, changea le bénéficiaire de son assurance vie de Joanne et Mark à seulement Mark, et mit à jour les polices d'assurance automobile pour séparer leurs comptes. Ensuite, Richard rencontra son avocat. Luc Poli plaisanta sur le fait qu'il devrait se voir plus souvent, puis remarqua que Richard semblait préoccupé. Richard lui demanda quelle était la prescription légale pour un divorce et lui expliqua l'infidélité de Joanne. Luc fut choqué, n'arrivant pas à y croire, mais Richard insista pour entamer une procédure de divorce. Luc lui conseilla de parler à Joanne et de considérer une thérapie de couple, mais en tant qu'avocat, il accepta de rédiger les papiers, suggérant une répartition 50-50. Richard demanda également à Luc de retirer Joanne de son testament, faisant de Mark le seul bénéficiaire. Luc recommanda à nouveau à Richard de parler à Joanne, mais ce dernier n'était pas prêt. Il voulait du temps pour réfléchir et promit de contacter Luc une fois qu'il se serait décidé. Cette nuit-là, incapable de dormir dans la chambre récemment redécorée, Richard finit par s'endormir dans le fauteuil,
réfléchissant aux jours à venir. Le mardi 12 octobre 2010, Richard reçut un autre message vocal de Joanne, mais ne répondit pas. Il savait qu'il devait tout finaliser avant son retour et prévoyait de partir avant son arrivée. Le mercredi 13 octobre 2010, Richard reçut sa nouvelle carte de crédit et mit tout en place à la banque. Il appela Luc pour vérifier l'avancement des documents, mais Luc retardait délibérément la procédure, espérant que Richard parlerait à Joanne. Richard donna à Luc un numéro de téléphone fixe pour les urgences, mais insista pour que Joanne ne reçoive pas ce numéro. Richard passa le reste de la journée à se préparer à partir, déçu de ne pas avoir encore reçu les résultats du test ADN. Malgré cela, il quitta la maison discrètement cette nuit-là à 21h, laissant tout derrière lui. Le jeudi 14 octobre 2010, Joanne, paniquée, appela Marc. « Marc, va vérifier si ton père va bien. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis que je suis parti. Rappelle-moi immédiatement après l'avoir trouvé. Je dois lui parler avant mon retour vendredi, et quelqu'un doit venir nous chercher à l'aéroport. » « Oui, maman? Je t'appelle après avoir parlé à papa. » Répondit Marc avant de raccrocher et de se rendormir à côté de Brandy. Le vendredi 15 octobre 2010, Joanne et Brenda rentrèrent de leur voyage. « Réveille-toi, on est rentré, » dit Joanne en secouant sa sœur alors que la navette de l'aéroport la déposait à la maison. « Laisse-moi dormir jusqu'à ce qu'il arrive chez moi, » marmonna Brenda en se tournant vers la porte. Joanne donna un pourboire au chauffeur, traîna ses bagages à l'intérieur et appela. « Rich, je suis rentré? Où es-tu? » Silence. Elle chercha dans la cuisine une note, mais ne trouva rien. Elle ouvrit la porte arrière et appela à nouveau, toujours sans réponse. « Il doit être à l'aéroport pour nous attendre, » pensa-t-elle. Joanne appela le portable de Richard, mais l'entendit sonner sur le comptoir. « Il l'a encore oublié ?» soupira-t-elle. Elle monta défaire ses valises. En ouvrant la porte de la chambre, elle fut stupéfaite par la transformation. Une grande bannière, surprise, pendait au-dessus du lit. Tout était exactement comme elle l'avait rêvé. « Rich, tu es un sacré organisateur, » pensa-t-elle. « Je ne peux pas attendre de te remercier ce soir. » Elle admira les nouveaux meubles, la moquette et les couleurs, submergée de bonheur. Mais en continuant à déballer ses affaires, son regard se posa à nouveau sur la bannière. Une petite photo y était attachée, une image d'elle et de Tim lors du banquet de remise des prix à Chicago, avec un numéro écrit sur son visage. Son cœur s'effondra. « Oh mon Dieu, non !» Paniquée, Joanne chercha la mallette de cosmétiques, mais ne la trouva pas. Elle fouilla la maison, de plus en plus désespérée, réalisant que Richard devait l'avoir trouvée. Elle s'effondra sur le lit, pleurant de manière incontrôlable. Elle tenta d'appeler Marc, sa sœur, et leurs amis, mais personne ne savait où était Richard. Se sentant seule, elle sanglotait, terrifiée à l'idée qu'il soit parti pour de bon. Après 1 heure, Joanne tenta à nouveau de contacter tout le monde, mais toujours sans succès. Brenda arriva finalement et tenta de la calmer. « Il ne peut pas être allé bien loin. As-tu appelé ses amis? Peut-être qu'il était à un match de baseball. » Mais les paroles de Brenda ne firent qu'accentuer l'anxiété de Joanne. Elle n'arrivait pas à se résoudre à dire la vérité à Brenda sur Tim. Elle était convaincue que Richard avait découvert la liaison vieille de 20 ans et était parti pour de bon. Elle envoya Brenda chez elle, promettant de l'appeler si Richard se montrait. Le samedi 16 octobre 2010, Joanne passa la journée à pleurer et à s'inquiéter. Brenda suggéra d'appeler la police, mais lorsque Joanne le fit, le standardiste lui dit qu'elle devait attendre 24 heures avant de signaler une disparition. Joanne contacta également les hôpitaux locaux, mais ne trouva aucune trace de Richard. Bien qu'elle fût soulagée qu'il ne soit pas blessé, elle était encore plus anxieuse de ne pas savoir où il était. Le dimanche, Joanne n'eut toujours aucune nouvelle de Richard. Elle passa toute la journée au lit, pleurant et priant. « Mon Dieu, s'il te plaît, ramène Rich. Je ferai n'importe quoi, mais qu'il m'appelle, s'il te plaît. » Lundi, Joanne dépose un signalement pour personne disparue auprès de la police. Un agent passe prendre une photo de Richard et sa description, puis s'en va avec la vague promesse. « Nous vous informerons si nous trouvons quelque chose. » Joanne craint que cela signifie qu'ils n'appelleront que s'ils trouvent son corps. Plus tard, Joanne ouvre une enveloppe express adressée à Richard, espérant y trouver un indice. À l'intérieur, elle découvre une lettre d'une entreprise de tests ADN confirmant que Richard et Marc sont bien père et fils. Joanne, qui connaît les tests ADN, réalise que Richard avait dû douter de la paternité de Marc, pensant que Tim pouvait en être le père. Mais Tim est arrivé dans ma vie après la naissance de Marc, pense-t-elle. Elle remarque que les résultats ont aussi été envoyés à leur avocat, Luc Poli, et décide de l'appeler. Joanne contacte Luc, qui lui explique que Richard était profondément déprimé et avait mentionné le contenu de sa mallette de cosmétiques.
Il ajoute que Richard se sentait trahi et avait besoin de temps pour réfléchir. Luc avoue que Richard lui avait demandé de préparer des papiers de divorce, mais qu'il ne les avait pas encore signés. Joanne supplie Luc de lui dire où se trouve Richard, mais Luc insiste qu'il ne le sait pas. Cependant, il promet de la contacter avant que Richard ne signe quoi que ce soit. Joanne passe le reste de la journée à pleurer et à prier pour que Richard revienne. 10 jours plus tard, frustré par les retards de Luc, Joanne découvre par l'intermédiaire de Marc que Richard séjourne au chalet de Tante Marie, au bord du lac. Elle s'y rend en voiture et trouve Richard assis près de l'eau, l'air négligé et perdu. Elle s'assoit à côté de lui, mais il ne la reconnaît pas, fixant l'horizon. Joanne prend sa main froide et commence à parler. « Rich, j'ai une histoire à te raconter. Je serai complètement honnête et répondrai à toutes tes questions. S'il te plaît, chérie, écoute simplement. » Richard reste immobile, mais Joanne continue de parler. « J'ai rencontré Tim à la fête d'anniversaire des 3 ans de Marc, à la garderie de l'hôpital. Il a confondu la fête avec celle de sa fille, qui partage le même anniversaire que Marc. Nous avons ri et discuté de nos enfants, puis finalement de nous-mêmes. Il était un nouveau docteur, se sentant dépassé, alors nous avons commencé à déjeuner ensemble régulièrement. Nous sommes devenus amis, et il m'a initié à la recherche qui m'a poussé à rejoindre Weight Watchers. Avec le temps, nos conversations sont devenues plus personnelles. Il me complimentait sur ma perte de poids, et nous avons commencé à partager nos désirs et fantasmes. Un jour, il m'a invité à dîner après le travail, et j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour lui. À ce dîner, nous avons admis nos sentiments, mais convenu que nous ne voulions pas blesser nos conjoints. Cependant, après cela, nous avons commencé à nous tenir la main, et finalement, il m'a embrassé. J'ai ressenti la même chose avec son baiser que j'ai ressenti avec toi, Rich. Un soir, nous avons dîné au Marriott et avons fini par prendre une chambre. C'est là que nous avons fait l'amour pour la première fois. Je l'aimais tout autant que je t'aimais, et je ne comprenais pas comment je pouvais aimer 2 hommes à la fois. Je ne voulais pas que cela s'arrête, et nous avons continué à nous voir. J'aimais profondément vous deux et je ne savais pas comment résoudre ce problème. Soudain, Richard se lève et marche vers la maison sans dire un mot. Joanne, stupéfaite, tente de le suivre, mais toutes les portes sont verrouillées. Alors que le crépuscule tombe et que la température baisse, elle se réfugie dans sa voiture, déterminée à attendre. Le lendemain matin, Joanne est réveillée par le bruit d'un moteur de bateau. Elle voit Richard dans une petite barque dérivant au milieu du lac. Elle le regarde se lever, puis tomber dans l'eau, sachant qu'il ne sait pas nager. Paniquée, elle hurle à l'aide, et un voisin accourt avec son bateau. Joanne regarde anxieusement pendant que le voisin ramène Richard à la rive. Elle ne peut pas dire s'il est encore vivant. Ensemble, ils ramènent Richard à l'intérieur, lui enlèvent ses vêtements mouillés et l'allongent sur un lit. Après avoir remercié le voisin, Joanne passe l'heure suivante à nettoyer Richard, à l'habiller avec des vêtements secs et même à le raser. Puis elle s'assoit à côté du lit, le regardant dormir. 2 heures plus tard, Richard se lève, va s'asseoir à la table de la cuisine et reconnaît enfin la présence de Joanne. Il la fixe et commence à pleurer. Après plusieurs tentatives, il parvient à parler. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit à propos de mon ancienne petite amie, Caroline? Nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 an. Un jour, elle m'a quitté au téléphone, me disant qu'elle avait un nouveau copain. Je me suis précipité chez elle, et il m'attendait. J'étais furieux, mais je n'ai rien fait, même quand son nouveau copain m'a provoqué. Je suis parti, humilié. Plus tard, j'ai recroisé son copain. J'avais prévu de le frapper avec une queue de billard que je gardais dans ma voiture, mais un gars du quartier, Larry, m'a arrêté. Il m'a dit qu'aucune fille ne valait ce que j'étais sur le point de faire. Je l'ai cru, jusqu'à ce que je te rencontre. Toi, tu valais tout, même mourir pour toi. Aujourd'hui, sur le lac, j'ai repensé à cette histoire. J'ai réalisé que m'éliminer à cause de ce que tu as fait était une erreur. Je voulais vivre pour te parler. J'ai besoin de savoir pourquoi. » Richard pose alors sa tête sur la table. Joanne l'embrasse et ils pleurent ensemble en silence. Après un long moment, Richard lève les yeux vers Joanne et dit simplement « Rentrons à la maison. » 2 mois plus tard, la vie reste tendue entre eux. Ils vivent sous le même toit, mais dorment dans des chambres séparées. Richard est distant, et Joanne est constamment sur le qui-vive. Ils n'ont pas vraiment parlé, et leur fils Marc ne leur rend visite que brièvement chaque week-end. Richard passe du temps chez Tante Marie, tandis que Joanne s'inquiète qu'il puisse se faire du mal à nouveau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marc, et la famille se réunit pour le gâteau et les cadeaux. Quand vient le tour de Richard, il va chercher la mallette de cosmétiques et le rapport du test ADN dans le garage, les plaçant sur la table. Joanne est horrifiée, incertaine de ses intentions. Richard dit calmement « Marc,
Ta mère a une histoire à te raconter. Ce ne sera pas facile, mais tu dois écouter. Puis il quitte la maison. Joanne, bouleversée, s'enfuit en pleurant. Mark et sa femme Brandy tentent de la réconforter, mais tout ce qu'ils entendent, c'est ses pleurs derrière la porte de la chambre. Après environ 1 heure, Joanne redescend et commence à raconter à Mark son passé avec Tim. Vers minuit, Richard rentre à la maison et dit à Mark, « Rentre chez toi, je m'en occupe. » Après leur départ, Richard tend une carte à Joanne, sur laquelle est inscrit « Dr Jean Brox, conseillère conjugale. Nous avons rendez-vous mardi prochain à 18 h. » Sans un mot de plus, il monte se coucher. Le mardi suivant, Dr Brox se prépare pour sa séance avec les Alexander. Ce cas sera difficile, pense-t-elle. Cela semble être une infidélité typique, mais il y a des couches plus profondes. J'espère pouvoir les aider. Lorsque Richard et Joanne arrivent, Dr Brox les accueille chaleureusement. « Veuillez vous asseoir sur le canapé » dit-elle. « Joanne, je suis spécialisée dans les problèmes conjugaux, en particulier l'infidélité. Mon objectif est de découvrir les causes profondes et d'aider les couples à trouver un terrain d'entente. Parfois, les couples décident de se séparer, mais je suis optimiste sur le fait que nous puissions trouver une voie à suivre. Je ne fais pas de miracle, mais nous trouverons des réponses. Nos séances impliqueront des discussions ouvertes, où l'honnêteté sera la règle clé. Je guiderai la conversation et l'arrêterai si nécessaire. Je ne vais pas adoucir les choses, et il se peut que vous n'aimiez pas toujours ce que je dis, mais nous découvrirons les vérités dans votre mariage. Certaines vérités seront éclairantes, d'autres douloureuses, mais nous les aborderons ensemble. Après cette première séance, je rencontrerai chacun de vous individuellement pour avoir une perspective complète. Après chaque séance commune, passez du temps à la maison à discuter de ce que nous avons abordé, mais évitez les nouveaux sujets. Si vous ne pouvez pas discuter calmement d'un sujet, réservez-le pour la prochaine séance. Des questions? Joanne et Richard secouent la tête. Très bien, commençons. L'heure passe rapidement, et sur le chemin du retour, ils ne parlent pas. Une fois chez eux, Joanne demande « Comment veux-tu gérer ça? Peut-être pourrions-nous parler pendant 1 heure avec un verre de vin dans le salon. Je vais avoir besoin de mouchoirs. Qu'en penses-tu » Richard accepte, mais suggère quelques changements. Prenons du soda ou de l'eau, pas d'alcool. Je ne veux pas dire quelque chose que je regretterai. Et éteignons les téléphones pour ne pas être interrompus. Joanne accepte et va chercher les téléphones. Il s'assoit en silence, incertain de par où commencer. Finalement, Richard brise le silence. « Aujourd'hui, tu as dit que tu avais toujours été heureuse avec moi. Mais comment cela peut-il être vrai si tu étais avec un autre homme juste après notre mariage? Ne t'ai-je pas donné ce que tu voulais? Qu'ai-je fait de mal? » Joan Eleanor. Dr Brox a dit de nous en tenir à ce que nous avons discuté aujourd'hui, juste nous, pas les autres. Nous aborderons le reste plus tard en séance. Mais je veux dire ceci, j'ai toujours été heureuse avec toi et notre mariage, Rich, c'est la vérité. Je t'aime, et je t'ai toujours aimé. Si tu partais, je serais perdu. C'est ma vérité, devant Dieu. Richard soupire. Tu as raison, Joanne, je me suis laissé emporter. Tu sais à quel point je peux être impatient. Jusqu'à récemment, je pensais que nous avions un mariage idéal. Bien sûr, nous avions des disputes, mais je n'ai jamais douté de nous. Je n'ai jamais cherché ailleurs. Tu as toujours été mon ancre, mais maintenant, tout ce en quoi je croyais est bouleversé. Je ne sais plus ce qui est réel. Ça me fait mal de te regarder, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à ces lettres et de t'imaginer avec. Stop, Eleanor John. Nous parlerons de cela plus tard, pas maintenant. D'accord, mais réponds-moi, combien d'autres y a-t-il eu? Dois-je m'attendre à découvrir d'autres secrets dans la maison? Avec combien d'hommes as-tu été pendant notre remariage? De quoi m'accuses-tu? Réplique Joanne, excédée. Je n'ai été avec que 2 hommes, Tim et toi. Maintenant, tu m'accuses d'avoir couché avec d'autres hommes? De mon point de vue, tu as menti sur un homme, alors comment puis-je te faire confiance pour ne pas avoir menti sur d'autres? Rétorque Richard, sa voix montant d'un cran. Je n'ai été avec personne d'autre, insiste Joanne. Mais parlons de cela en séance. Non, j'ai besoin de savoir maintenant. Je ne peux plus vivre avec cette douleur. Si on ne peut pas en parler, alors j'en ai fini. Je vais me coucher. Richard monte en trombe et claque la porte. Joanne reste assise dans le noir, murmurant « Ça ne s'est pas bien passé ». 4 semaines plus tard, le trajet du retour après une autre séance est tendu. Ils attendent d'être rentrés pour parler. Une fois installés, Joanne prend la parole la première. « Rich, tu ne m'as jamais dit que tu avais lu toutes les lettres. Je n'y avais pas pensé au début. » Richard répond d'un ton plat. «
J'étais en colère et embarrassé de t'avoir caché tout cela. Je n'avais pas pensé à ta douleur, à ce que cela te ferait de lire ces lettres. Je suis tellement désolé, Rich. Je ne peux pas changer le passé, mais je ferai tout pour nous aider à avancer. Je t'aime et je veux te retrouver. Richard prend une profonde inspiration. Joanne, je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, même quand cela a été la pire douleur de ma vie. Mais le plus difficile, ce sont les images de toi avec un autre homme. Elles me hantent constamment, me rendant malade. Je ne pense pas que tu puisses comprendre ce genre de douleur. Rich, il faut qu'on parle à Dr. Brooks de ses pensées. Mais pour l'instant, concentrons-nous simplement sur le fait d'être ensemble. Peut-être que nous pourrions prendre quelques jours de congé, aller à la montagne et simplement être nous, sans pression. Qu'en penses-tu? Propose Joanne. Richard répond avec prudence, je ne suis pas sûr. Je me sens encore mal à l'aise avec toi, mais si on veut avancer, il faut qu'on soit ensemble. Alors, d'accord, allons-y. Juste, pas d'objet tranchant, plaisante-t-il, ce qui les fait rire pour la première fois depuis longtemps. 2 semaines plus tard, lors du trajet de retour à la maison, Joanne hésite mais finit par demander. Rich, que voulais-tu dire par ma période de bébé? Richard répond brusquement, je n'ai pas envie d'en parler. Pourquoi pas? Parce que ça fait trop mal? Laisse tomber. Je ne comprends pas, qu'ai-je fait pour te blesser? Demande Joanne, perplexe. À contre-cœur, Richard répond. Ta période de babe, c'était quand tu as rejoint Weight Watchers, perdu du poids, bronzé, fait tes ongles, et acheté une nouvelle garde-robe. Tu n'étais plus la femme ronde et mignonne que j'avais épousée, tu étais devenue une babe. Les hommes te remarquaient et j'étais fier, mais aussi inquiet que quelqu'un de mieux puisse te prendre. Tout a changé quand tu es tombé malade et que tu es redevenu toi-même. Je t'aimais à ce moment-là et je t'aime encore maintenant, mais savoir que cette transformation n'était pas pour moi, mais pour un autre homme, ça fait mal. Ça gâche ce souvenir. Joanne murmure. Oh mon Dieu, comment ai-je pu? Richard, silencieux, se retire pour aller se coucher. 8 semaines plus tard, après une séance tendue avec Dr. Brooks, ils sont assis en silence dans le salon. Richard finit par dire, je ne comprends pas. Dr. Brooks a dit que c'était courant d'aimer 2 personnes à la fois, mais pour moi, ça semble absurde. Je comprends la logique, mais pas les émotions. Joanne tente d'expliquer, elle voulait dire que j'aimais à la fois toi et Tim simultanément, ce qui mène souvent à blesser quelqu'un. Nous avons été blessés plus tard. La partie séquentielle arrive quand les gens passent à un autre amour après une perte, ce qui est courant. Je comprends, mais pas vraiment, soupire Richard. Je ne peux pas imaginer aimer quelqu'un d'autre sans que cela ne diminue mon amour pour toi. Tu ne peux pas donner 100% à 2 personnes à la fois. Joanne admet, je ne comprends pas complètement non plus. Mais quand j'étais avec toi, tu étais mon monde entier. Quand j'étais avec Tim, il l'était. C'était comme un interrupteur que je basculais entre vous deux. J'aimais profondément vous deux. Richard acquiesce. Il faudra qu'on en parle encore. Pour l'instant, notons des questions pour la prochaine séance. Ils restent tous les deux insatisfaits et se retirent dans des chambres séparées. 6 semaines plus tard, Joanne pleure beaucoup moins, et ils sont à nouveau dans le salon. Richard commence. Chérie, je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je ne le pensais pas. Enfin, peut-être que si, d'une certaine manière, mais je ne cherchais pas à te blesser ou à être mesquin. J'ai dit que j'étais content qu'il soit mort parce que je n'avais plus à te partager avec lui. Mais ce n'est qu'après que Dr. Brooks m'a expliqué à quel point la fin de sa vie a été difficile pour toi, tout comme ce serait le cas pour moi, que j'ai commencé à voir les choses de ton point de vue. Je comprends un peu maintenant. L'homme que tu aimais est mort et tu n'avais personne avec qui partager ton deuil. Tu étais seul dans ton chagrin. Tu m'avais, mais tu ne pouvais rien me dire sans me perdre. Je comprends pourquoi tu étais déprimé. Moi aussi, j'aurais été dévasté si tu étais morte. Je suis désolé de l'avoir dit de cette manière. Je ne le pensais pas. Oh, Rich, tu peux être si sacrément têtu parfois, répond Joanne, la voix tremblante d'émotion. Tu essaies de comprendre comment j'ai pu aimer 2 hommes en même temps, mais tu ne vois pas comment perdre l'un d'eux m'a dévasté. Est-ce que tu comprends maintenant? Je l'aimais. Il est mort, et une partie de moi est morte aussi. J'ai fait mon deuil, tout comme j'aurais fait si tu étais mort. C'est la même chose qu'il y a 20 ans. Si tu étais mort ce jour-là sur le lac, je serais morte aussi. Est-ce que tu comprends ça maintenant? Richard semble gêné, mais répond, je suppose qu'à un certain niveau, oui, je comprends. Je ne le pensais pas de cette façon. Je peux être égoïste aussi. Il continue à discuter des défis émotionnels qu'il affronte, Joanne admettant que, même si elle n'avait pas pensé à Tim depuis des années, les souvenirs la hantent maintenant qu'ils ont été rouverts. Richard, également accablé par le chagrin de revoir ses souvenirs,
reconnaît que cela leur demandera encore du temps et de la patience, et suggère de laisser Dr. Brox les guider lors des prochaines séances. Joanne acquiesce doucement, mais ajoute « Avant d'aller te coucher, apporte-moi un verre de vin. J'ai besoin de passer un moment seul. » Richard lui apporte le vin, éteint les lumières du salon et monte se coucher. En haut des escaliers, il entend Joanne pleurer doucement en bas. Il referme doucement la porte de sa chambre. 8 semaines plus tard, Joanne laisse enfin exploser sa colère. « Je ne peux pas te parler ce soir, tu me rends tellement folle. Je pourrais t'étrangler. Tu voulais divorcer sans même me parler? Tu es fou. » Joanne Sacria. On a toujours tout partagé depuis notre mariage, et à ce moment crucial, tu veux gérer ça seule? À quoi pensais-tu? Elle se dirigea vers la chambre, laissant Richard seul dans le salon sombre avec une bière, car il n'aime pas vraiment le vin. Le lendemain matin, Richard se réveilla avec la pensée que certains disent que l'odeur du café peut réveiller les morts. Il ouvrit un œil et vit le plafond du salon, l'odeur persistait. Il tourna la tête vers la cuisine et aperçut une femme grande, en peignoir, tenant une tasse de café fumante. « Le petit déjeuner est presque prêt, va te laver, » dit fermement Joanne. Joanne était cette femme en peignoir que Richard regardait, et malgré toutes ces années, elle ressemblait toujours à une déesse le matin, voluptueuse et sensuelle. Son cœur s'accéléra, et ce n'était pas à cause du café. Richard se leva, renversant par accident la bouteille de bière vide, et se dirigea vers la salle de bain. Après s'être soulagé, il se regarda dans le miroir, voyant ses yeux injectés de sang et la marque du coussin du canapé sur son visage. Rien de très flatteur, mais il descendit quand même pour prendre le petit déjeuner. Après un repas délicieux, qu'il n'avait pas eu à cuisiner, Richard s'adossa et regarda vraiment Joanne pour la première fois de la journée. Elle aussi avait les yeux rouges. « Je suis désolé, » dit doucement Joanne. « J'ai encore du mal à voir les choses de ton point de vue. On doit noter ça pour Dr. Brox la prochaine fois. » Richard sourit, un geste rare ces derniers temps. « C'est bon, moi aussi j'ai du mal. Parfois, quand je dis quelque chose, je ne pense pas à comment ça va sonner pour toi ou à ce que ça va te faire ressentir. Je suis désolé aussi. » Il marqua une pause. « Et si on avait notre conversation ce matin ?» Joanne l'interrompit. « Attends une minute, pourquoi tu n'es pas au travail aujourd'hui? » « J'ai pris ma journée, parce que c'est plus important d'être ici et d'en parler avec toi que de traiter des dossiers au labo. Ils peuvent se débrouiller sans moi aujourd'hui. » 1 heure plus tard, ils étaient assis dans le jardin avec une autre tasse de café, parlant. « Pourquoi as-tu demandé à Luc de rédiger les papiers de divorce ?» demanda Joanne. « J'étais tellement blessé et confus. Je ne réfléchissais pas clairement. Tout ce que je savais, c'est que tu avais trompé, et je ne voulais plus rien avoir à faire avec toi. J'ai toujours cru qu'une fois un infidèle, toujours un infidèle. Je ne voulais pas revivre ça. Comme je l'ai dit, je ne pensais pas correctement. Mais pourquoi ne voulais-tu pas me parler? Peut-être qu'on aurait pu régler ça, insista Joanne. Je savais que si on parlait, je dirais des choses que je regretterais. Ça nous aurait fait mal à tous les deux, peut-être au point de ne pas pouvoir réparer. Je savais aussi que si on parlait, je ne comprendrais rien de ce que tu dirais, il se passait trop de choses dans ma tête. En plus, j'étais blessé et je pensais que si tu souffrais aussi, ça me soulagerait. Mais au fait, ça ne m'a pas soulagé. Joanne soupira, ça a du sens, en fait. J'ai probablement pensé toutes ces choses horribles sur moi aussi. Il faut qu'on laisse Dr. Brox nous guider à travers ça. On ne peut rien laisser non dit ou non résolu. Il faut qu'on prenne notre temps. Joanne, est-ce que je peux te poser une question hors sujet? Bien sûr, tout ce que tu veux. As-tu déjà pensé à me quitter pendant que tu étais avec lui? Jamais. Je t'aimais. Je n'ai jamais pensé à te quitter. Tu as toujours été mon monde. Je n'allais pas t'abandonner. J'aimais vous deux. On n'a pas encore résolu ce problème, mais je n'aurais jamais pu abandonner l'un de vous deux. J'en serais morte? C'est encore une blessure ouverte pour moi. Je ne sais pas si je trouverai un jour une solution à ça. Je vais peut-être devoir vivre avec comme une des questions sans réponse de la vie. Mais je suis contente que tu n'aies pas voulu me quitter. Richard sourit faiblement. J'ai déjà vécu ça, comme on dit. Maintenant, taisons-nous et profitons du soleil, tu es trop pâle. C'était une belle journée ensoleillée, et les Alexander profitaient du soleil. Quelques semaines plus tard, après une séance de thérapie, Richard dit « Waouh, c'était révélateur. On en parle maintenant ou on laisse passer la nuit. Je suis encore sous tension après la séance, je pense qu'on devrait en parler maintenant, mais tu as l'air épuisé, répondit Richard. Je vais bien, répondit Joanne. C'est juste difficile de tout se rappeler et d'être complètement ouverte à propos de. Ça a toujours été difficile pour moi. Même dire ça à voix haute est compliqué. Je suis mentalement épuisé, mais on peut encore parler si tu veux. Ce soir, par contre,
J'aurais besoin de quelque chose de plus fort que du soda. D'accord, tu te détends, et je vais nous chercher à boire, dit Richard. Il alla chercher un verre de vin pour Johan et un soda pour lui-même. En revenant au salon, il vit Johan sur le canapé, la tête en arrière et les yeux fermés. Un moment, il pensa à la couvrir doucement d'une couverture et à aller se coucher, mais elle ouvrit les yeux et lui offrit un sourire en coin, le même sourire qui avait capté son attention au lycée. « D'accord, chérie, par où veux-tu commencer ?» demanda Johan. « Je ne suis pas sûr. Que dirais-tu de m'expliquer ce que tu voulais dire quand tu as dit qu'il avait bouleversé ton monde différemment de moi? J'ai toujours pensé que notre vie intime était bonne, que je te bouleversais bien, mais visiblement, je n'étais pas à la hauteur. » Ce n'est pas que tu étais pire ou meilleur que Tim, expliqua Johan. Quand toi et moi faisions l'amour, c'était simplement de l'amour. Après la naissance de Marc, nous n'étions plus vraiment sauvages ou à essayer de nouvelles choses. On était à l'aise avec ce qu'on faisait, on connaissait tous les désirs de l'autre. Ce n'était pas par ennui, mais parce que c'était ce qu'on voulait. Avec Tim, c'était comme redécouvrir le sexe. Richard et Johan continuèrent à discuter dans le jardin, abordant des sujets douloureux mais nécessaires. On a trouvé des choses qu'on aimait, qui étaient différentes de ce que toi et moi faisions, dit Johan. C'est comme si nous avions trouvé notre zone de confort, mais tu faisais des choses avec lui que tu ne faisais pas avec moi, répondit Richard, la voix pleine de douleur. Non, pas vraiment, répliqua Johan en secouant la tête. Toi et moi avons tout essayé. Mais avec Tim, nous avons découvert d'autres choses qui nous excitaient, qui étaient différentes de toi et moi. Ouais, j'ai lu ça, dit Richard amèrement. Merci de me le rappeler. Je n'essaie pas de te blesser davantage, répondit Johan, visiblement désemparé. Je dis juste que quand Tim et moi faisions l'amour, c'était différent. Nous avions d'autres pratiques qui nous stimulaient. Mais à la fin, nous faisions toujours l'amour. Je n'ai jamais fait avec l'un de vous deux ce que je n'aurais pas fait avec l'autre. Si tu avais voulu essayer quelque chose d'inhabituel, comme du sexe en public, je l'aurais probablement essayé et aimé parce que tu le voulais. Est-ce que tu comprends? Je suppose, murmura Richard. Je ne sais pas. J'ai toujours du mal à effacer l'image de toi avec un autre homme de mon esprit. Je n'y arriverai peut-être jamais. Je souhaiterais simplement ne pas voir cette image à chaque fois que je te regarde. Maintenant que tu m'as tout dit, c'est gravé dans mon esprit, comme un clou de plus dans mon cercueil mental. Bordel, je ne voulais pas te blesser davantage que je ne l'ai déjà fait, répondit Johan, la voix tremblante. J'essaie juste d'être aussi ouverte et honnête que possible pour nous aider à guérir. Ça me fait autant mal de dire ces choses à voix haute que ça te fait mal de les entendre. On a encore un long chemin à parcourir. Richard Sapira. Je sais. Je suis là quand tu seras prête, mais seulement quand tu te sentiras à l'aise. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Je t'aime et je t'aimerai toujours. 6 semaines plus tard, Dr. Brooks consulte son agenda et sourit. Les Alexander sont les prochains. Aujourd'hui sera une surprise pour eux. J'espère qu'ils sont aussi prêts que je le pense. Lorsque Richard et Johan entrèrent dans la salle d'attente, se tenant la main et discutant, Dr. Brooks y vit un bon signe. Une fois assis dans leurs places habituelles sur le canapé, elle commença. « Comment allez-vous tous les deux aujourd'hui? Je ne pense pas avoir de problème non résolu de la dernière fois, alors je vais simplement vous demander si vous avez quelque chose que vous souhaitez aborder. Richard, tu as dû surmonter ces images de Johan avec un autre homme. J'imagine qu'elles refont surface et qu'il est difficile de les dépasser. Vous devez tous deux être patients et parler des choses qui vous dérangent au fur et à mesure. Vous avez fait beaucoup de progrès. » « Ouais, j'espère bien, » répondit Richard. « Ce week-end a été étrange, » ajouta Johan. « On sait à quoi s'attendre, mais on porte encore des bagages et on essaie de ne pas trébucher dessus. » Elle regarda directement Richard. « Nous allons nous améliorer, chérie, je te le promets. Je t'aime et je ferai tout ce qu'il faut pour que tu te sentes à l'aise avec moi, avec nous. Rien n'est plus important pour moi que de t'avoir de nouveau avec moi chaque nuit. Tu m'as tellement manqué, plus que tu ne le sais. J'ai besoin de toi et je t'aime. » Richard acquiesça. « Sois juste patiente. Nous avons quelques démons à combattre. » Après une longue pause, Dr. Brooks leur annonça la nouvelle. « Ce sera notre dernière séance. Vous avez parcouru un long chemin depuis notre première rencontre, et je pense qu'il est temps pour vous de continuer seul. Je serai toujours là si vous avez besoin de moi, mais maintenant, la meilleure thérapie est pour vous de découvrir ce qui est normal pour vous. Vous avez beaucoup appris sur vous-même et sur l'autre, certaines choses bonnes, d'autres moins bonnes. » Richard se tourna alors vers Johan, sa voix ferme et posée. « Johan, je t'ai aimé de tout mon cœur, mais contrairement à toi, je n'avais que toi dans mon cœur. Je n'ai jamais partagé mon attention ou ma loyauté. Tu as dit que tu nous aimais tous les deux, mais c'est là que je ne comprends pas.
Comment peux-tu donner tout de toi à nous deux? Je suis ton mari légitime, tu as promis de me rester fidèle et de renoncer à tous les autres. Mais le fait d'avoir brisé cette promesse me montre que tu ne m'as jamais donné tout de toi. Si je reste avec toi, je serai toujours l'homme qui n'a pas été pleinement aimé par sa femme. J'ai découvert par accident ta relation avec Tim, tu ne m'as jamais dit ce que tu ressentais. Si tu l'avais fait, je t'aurais divorcé, et la douleur aurait été moins grande qu'elle ne l'est maintenant. Je ne sais pas quelles étaient mes insuffisances en tant que mari qui ont conduit à cette infidélité, mais cela fait 1 an que je vis un enfer. J'ai été entraîné dans ce cauchemar par la personne que j'aimais et en qui j'avais le plus confiance. Je ne te fais plus confiance. Je ne sais pas combien d'autres secrets je pourrais découvrir si je creusais plus profondément. Je sais que je ne suis pas le seul homme dans ton cœur, et ça me fait mal. Je ne peux pas vivre avec ce sentiment pour le reste de ma vie, en te regardant et en sachant que tu m'as menti pendant toutes ces années, me faisant vivre un rêve pourri de mensonges et de trahison. C'est insupportable. Il marqua une pause, respirant profondément. Je n'ai donc pas d'autre choix que de partir. Demain, je demanderai le divorce. Nous partagerons tout 50-50 et nous avancerons. Je ne garderai pas de rancune envers toi, car quand je quitterai cette pièce aujourd'hui, je ne garderai aucun sentiment pour toi. Tu peux contester le divorce si tu veux, mais je ne prévois pas de rester avec toi. Puisque tu n'as pas considéré notre mariage avant de commencer ta liaison, je n'en tiendrai pas compte non plus. Marié ou non, ce statut ne me retiendra pas. Je suis mentalement, émotionnellement et spirituellement divorcé de toi. Merci, docteur, pour les séances. Maintenant, je n'ai plus besoin d'entendre ce que Joanne a à dire. Vous avez été payé, et ma thérapie est terminée. Il se leva, regarda Joanne qui pleurait sans dire un mot, et sortit. Dehors, il sentit l'air frais sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit détendu. Il se sentit libre. La semaine suivante, Joanne reçut les papiers du divorce. Richard avait déjà pris sa moitié de l'argent, ne laissant que la maison à diviser. Il emménagea dans un nouveau condo près de son bureau. Joanne tenta de le contacter, mais il ne répondit jamais à ses appels ni à ses messages. Leur fils tenta d'intervenir, mais Richard lui demanda « Si, après des années de bonheur, tu te réveillais dans un cauchemar, y resterais-tu » Son fils cessa de poser des questions après cela. 2 ans plus tard, Richard était enfin libre de son mariage. Joanne avait essayé toutes les tactiques pour le récupérer, mais il n'y avait prêté aucune attention. Joanne avait supplié, menacé et pleuré, mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Richard. À son âge, trouver un nouveau partenaire semblait peu probable, mais il trouva du réconfort en vivant avec ses 3 bergers allemands. Il savait, au moins, que l'aimait sans condition. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Alors que Richard choisit de tourner définitivement la page, il trouve la paix dans la simplicité de sa nouvelle vie, entouré de ses fidèles compagnons à 4 pattes. Il n'avait plus besoin de réconfort humain, l'amour inconditionnel de ses chiens lui suffisait. Pensez-vous que Richard a pris la bonne décision en choisissant de rester seul après tant de douleur? Aurait-il pu pardonner à Joanne avec plus de temps? Et vous? Que feriez-vous si vous étiez à sa place? N'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de partager votre point de vue avec nous. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires captivantes.